Je m'appelle Alara Sterling. J'ai 71 ans et jusqu'à il y a 6 mois, j'étais l'épouse de James Sterling, un homme qui m'a aimé pendant 45 ans. Nous vivions dans une modeste maison de plain-pied remplie de souvenirs, où nous avons élevé notre fille unique, Simone. Après le décès de James, je pensais que ma fille serait mon refuge, ma compagnie en ces années dorées. Comme je me trompais. C'était le matin du jour qui a changé ma vie pour toujours. Je me suis réveillé tôt, comme toujours. J'ai préparé mon café, le même simple café noir que James et moi partagions chaque matin depuis des décennies. Je me suis assise à la table de la cuisine, la même table où Simone faisait ses devoirs quand elle était petite, où nous célébrions ses anniversaires, où James me prenait la main chaque matin avant de partir travailler. Simone avait appelé la veille pour m'inviter à un dîner spécial. Elle avait dit qu'elle voulait que j'apprenne à mieux connaître Preston. Ils étaient mariés depuis 2 ans, mais je n'avais à peine eu l'occasion de lui parler. J'étais si excité. Je pensais que nous aurions enfin une chance d'être à nouveau une famille. J'ai mis ma robe bordeaux préférée, celle que James disait toujours me rendait radieuse. Je me suis coiffé, j'ai mis une touche de rouge à lèvres, et j'ai même mis le parfum que ma fille m'avait offert pour la fête des mères. Je voulais être belle pour eux. Je voulais que Preston voie que j'étais une femme digne, une belle-mère dont il pourrait être fier. Je suis arrivé à leur appartement en hauteur à Buckhead à 19h précise. Preston a ouvert la porte avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. C'était un homme grand, d'environ 40 ans, avec des cheveux parfaitement plaqués en arrière et un costume qui coûtait probablement plus que 3 mois de mes mensualités d'hypothèque. Dès le premier instant, j'ai senti quelque chose d'étrange dans son regard, comme s'il me jaugeait. Simone est apparue derrière lui, belle comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent chez elle. Son sourire semblait forcé et elle évitait de me regarder directement dans les yeux. Elle m'a fait un câlin rapide comme si c'était une obligation plutôt qu'un geste d'affection. L'appartement était magnifique. Tout semblait tout droit sorti d'un magazine de décoration. Meubles modernes, art abstrait au mur, une table à manger qui pouvait facilement accueillir 8 personnes. Je me sentais petite dans cet espace élégant, mais j'ai essayé de ne pas le montrer. Preston m'a offert un verre de vin, mais j'ai demandé un verre d'eau à la place. Je ne voulais rien faire qui puisse le mettre mal à l'aise. Je voulais que cette soirée soit parfaite. Je voulais que nous nous connexions enfin en tant que famille. Pendant les premières minutes, la conversation s'est déroulée normalement. Preston m'a interrogé sur ma vie, sur la façon dont je gérais le veuvage et sur mes projets d'avenir. J'ai répondu honnêtement, en essayant de paraître positive malgré la solitude écrasante que je ressentais depuis la mort de James. Mais ensuite, les invités sont arrivés. 2 couples élégants et distingués, des amis de Preston du travail. Ils étaient tous impeccablement habillés, parlant de capital risque, de voyages internationaux et de restaurants chics du centre-ville. J'ai essayé de me joindre à eux, mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, j'avais l'impression que mes mots n'avaient pas leur place dans ce décor. Le dîner a été servi à la table à manger. Nous avons tous commencé à prendre nos places, mais lorsque je me suis dirigé vers l'une des chaises, Preston m'a arrêté en posant une main sur mon bras. Ses doigts se sont enfoncés dans ma chair avec une force surprenante. Il a souri, mais ses yeux sont restés froids comme de la glace. « Et Lara, dit-il doucement. Je pense que vous seriez plus à l'aise dans la cuisine. Vous pourrez aider à servir le dîner là-bas et vous ne vous sentirez pas déplacé avec nos conversations d'affaires. » Le silence dans la salle à manger était assourdissant. Les invités ont échangé des regards gênés, mais personne n'a parlé. J'ai regardé Simone, m'attendant à ce qu'elle dise quelque chose, qu'elle me défende, ou au moins qu'elle montre un signe de désaccord. Mais elle a simplement baissé la tête et a marmonné quelque chose sur le fait que ce serait mieux ainsi. Elle n'est pas digne. Ce sont les mots exacts que Preston a utilisés quand l'un des invités a demandé si je n'allais pas me joindre à eux. Une femme comme moi n'était pas digne de partager la table avec des gens qui réussissent, avec des gens qui comptaient vraiment dans la société. J'ai eu l'impression d'avoir été giflé en plein visage. 45 ans de mariage, 45 ans à élever ma fille, à travailler dur, à être une femme respectable. Et cet homme m'a réduite à néant en quelques mots cruels. Mais ce qui m'a le plus blessé, c'est le silence de Simone. Ma propre fille, la fille qui avait grandi dans mes bras, que j'avais réconfortée quand elle pleurait, que j'avais soignée quand elle était malade, m'abandonnait au moment où j'avais le plus besoin de son soutien. J'ai attrapé mon sac à main sans dire un mot.
J'ai marché vers la porte tout en écoutant Preston expliquer à ses invités que j'étais une femme d'une autre génération qui ne comprenait pas les dynamiques sociales modernes, qu'il valait mieux pour tout le monde que je ne participe pas à des conversations qui étaient au-dessus de mon niveau. Simone m'a suivi jusqu'à la porte, mais pas pour me défendre, seulement pour murmurer des excuses vides, pour me dire de comprendre que Preston avait raison, que je ne m'intégrais pas dans cet environnement, qu'il serait préférable que nous nous voyions une autre fois, dans un endroit plus approprié pour moi. J'ai quitté cet appartement en me sentant plus petite que je ne l'avais jamais été dans ma vie. Dehors, dans la rue, l'air froid de la nuit m'a frappé le visage, et c'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que je pleurais. Des larmes silencieuses coulaient sur mes joues alors que je marchais sans but dans les rues désertes. Je n'avais pas d'argent pour un Uber, alors j'ai juste marché. J'ai marché pendant des heures, me remémorant chaque mot, chaque geste, chaque moment d'humiliation que j'avais vécu cette nuit-là. Je me suis assise sur un banc dans le parc Piémont, le même où j'emmenais Simone quand elle était petite, où je lui ai appris à nourrir les pigeons, où elle me racontait ses rêves de devenir une princesse. Là, sur ce banc froid et solitaire, j'ai réalisé que j'avais perdu ma fille pour toujours. Pas à la mort, comme j'avais perdu James, mais à quelque chose de bien pire. Je l'avais perdue à l'ambition, à l'argent, à un homme qui l'avait convaincu que je ne valais rien. Je suis rentré chez moi après minuit, dans la modeste maison que James et moi avions achetée quand nous étions jeunes, où nous avions été heureux pendant tant d'années. Maintenant, elle semblait plus petite que jamais, plus vide, plus silencieuse. Je me suis assise sur le lit que j'avais partagé avec James pendant des décennies. Je gardais encore son oreiller, et je pouvais encore sentir son eau de Cologne sur certaines de ses chemises que je n'avais pas eu le cœur de donner. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, jusqu'à ce que l'épuisement prenne le dessus. Les jours suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Simone n'a pas appelé, pas même un texto pour demander si j'étais bien rentré. C'était comme si cette seule nuit avait effacé 48 ans d'histoire entre nous. J'ai essayé de m'en tenir à ma routine normale. Je me suis réveillé tôt, j'ai fait mon café, j'ai lu le journal, j'ai regardé mes émissions, mais tout semblait vide de sens. Pourquoi se lever si je n'avais personne avec qui partager la journée? Pourquoi s'habiller si je n'avais nulle part où aller? Pearl Davis, ma voisine de toujours, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle était mon amie depuis plus de 20 ans. Elle avait été là à la naissance de Simone, quand James est tombé malade, quand il est mort. Elle était la seule personne qui me connaissait vraiment. Un jour, elle a frappé à ma porte avec une tarte aux pommes fraîchement cuite. Elle m'a trouvé en robe de chambre, débraillée, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. Sans rien demander, elle est entrée dans la cuisine, a mis de l'eau à chauffer pour le thé et s'est assise pour écouter. Je lui ai tout raconté. Chaque détail de cette nuit horrible, chaque mot cruel de Preston, chaque moment de silence de Simone. Pearl a écouté sans m'interrompre, me tenant la main quand les larmes m'empêchaient de continuer. Quand j'ai fini de tout lui raconter, Pearl m'a regardé avec cette sagesse que seules les femmes de notre génération possèdent. « Ara, dit-elle, tu vaux plus que tout l'argent de cet homme. Tu as élevé une fille merveilleuse. Tu as été une épouse exemplaire. Tu es une femme digne. Ne laisse personne te faire sentir le contraire. » Mais ces mots, bien qu'intentionnés, ne pouvaient guérir la douleur que je ressentais dans ma poitrine. C'était une douleur physique, comme si une partie de mon cœur avait été arrachée. J'avais perdu ma fille, la seule famille qu'il me restait, la seule raison que j'avais de continuer. Les semaines ont passé et j'ai continué à vivre comme un fantôme. Je n'achetais que le nécessaire. Je ne parlais que lorsque c'était essentiel. J'existais sans vraiment vivre. Je voyais d'autres femmes de mon âge avec leurs enfants et petits-enfants, et je ressentais une envie qui me faisait honte. Un après-midi, en parcourant le courrier qui s'était accumulé dans ma boîte, j'ai trouvé quelque chose qui a attiré mon attention. Une lettre avec l'entête d'un cabinet d'avocats, adressée à moi. J'ai pensé que c'était peut-être quelque chose lié au papier de James. Une formalité en suspens suite à son décès. Mais quand j'ai ouvert la lettre, mon monde a changé pour toujours. La lettre était signée par Marcus King, un avocat du centre-ville. Il me convoquait à son bureau pour discuter d'une affaire liée à la succession de mon grand-oncle, Wally Jenkins, un homme dont je me souvenais à peine de mon enfance. Il était dit que c'était urgent et qu'il me cherchait depuis des mois. Au début, j'ai pensé que c'était une mauvaise blague ou une sorte d'arnaque. Wally était mort quand j'étais très jeune, et nous n'avions jamais eu de contact avec cette branche de la famille. Mais quelque chose dans le ton formel de la lettre, l'entête professionnelle,
m'a fait penser que cela pourrait être réel. Pearl m'a accompagné au bureau de l'avocat. C'était un vieil immeuble du centre-ville avec des couloirs qui sentaient le bois vieilli et les papiers jaunis. Marcus King était un homme plus âgé, aux cheveux gris et aux lunettes épaisses, qui m'a accueilli avec un sourire aimable. « Madame Sterling », dit-il en ouvrant un épais dossier rempli de documents. « Je m'excuse d'avoir mis si longtemps à vous localiser. Votre grand-oncle, Wally Jenkins, est décédé il y a 2 ans sans héritier direct. Selon son testament, vous êtes l'unique bénéficiaire de tous ses biens. » Je ne pouvais pas y croire. Wally avait été le frère cadet de mon grand-père, un célibataire qui avait déménagé à Miami, en Floride, quand il était jeune. Nous n'avons jamais su ce qu'il était devenu, et franchement, nous n'y avons jamais prêté beaucoup d'attention. C'était juste un homme dont on parlait occasionnellement dans les conversations familiales. Marcus a expliqué que Wally avait fait fortune dans l'immobilier. Il avait acheté des propriétés dans la région de Miami lorsque les prix étaient bas, et avec le temps, il était devenu un homme extrêmement riche. Il ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'enfant, et à la fin de sa vie, il avait décidé de tout laisser à sa seule petite nièce vivante. Les chiffres qu'il m'a montrés étaient impossibles à comprendre. Des propriétés valant des dizaines de millions de dollars, des comptes bancaires, des investissements. C'était plus d'argent que je ne pourrais en dépenser en 10 vies. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est de découvrir que parmi les propriétés se trouvaient plusieurs immeubles d'appartements ici même, à Atlanta. L'un de ces immeubles était exactement celui où Simone vivait avec Preston. Le monde s'est arrêté à ce moment-là. Marcus a continué à parler des procédures légales, des documents que je devais signer et du processus de transfert des actifs à mon nom. Mais je n'écoutais plus. Mon esprit traitait l'ironie cruelle du destin. L'homme qui m'avait humilié, qui m'avait dit que je n'étais pas digne de m'asseoir à sa table, payait un loyer dans un immeuble qui m'appartenait désormais. Preston, avec toute son arrogance et son mépris, était techniquement mon locataire. J'ai quitté le bureau de l'avocat en état de choc. Pearl a dû me prendre le bras pour me guider jusqu'à l'arrêt de bus parce que je marchais comme une somnambule. Ce n'était pas possible. Des choses comme ça n'arrivaient pas à des femmes comme moi, des femmes ordinaires qui avaient vécu des vies simples et tranquilles. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, lisant et relisant chaque document que Marcus m'avait donné. C'était réel. Tout était complètement réel. Moi, Ara, la femme qui n'était pas digne de s'asseoir à la table des gens qui réussissent, j'étais maintenant l'une des femmes les plus riches d'Atlanta. Mais avec le choc initial est venu quelque chose de plus sombre, un sentiment que je n'avais jamais connu auparavant, quelque chose qui grandissait dans ma poitrine comme une graine plantée en terre fertile. Ce n'était pas seulement le soulagement de ma nouvelle situation financière. C'était quelque chose de plus profond, de plus viscéral. C'était le goût de la justice. Et je savais exactement ce que j'allais en faire. Les jours suivants, j'étais dans un étrange état de calme. À l'extérieur, je maintenais ma routine normale. Je me suis réveillé tôt, j'ai fait mon café, j'ai lu le journal, mais à l'intérieur, quelque chose avait changé pour toujours. C'était comme si une version plus forte de moi-même s'était réveillée après des décennies de sommeil. Marcus a expliqué que les procédures légales prendraient quelques semaines. En attendant, je pouvais commencer à me familiariser avec mes nouvelles propriétés, à rencontrer les gérants et à examiner les contrats de location. Il m'a suggéré d'engager un gestionnaire professionnel pour s'occuper de tout. Mais j'avais d'autres projets. J'ai décidé que je m'occuperais moi-même de mes propriétés. Je voulais connaître chaque détail, chaque locataire, chaque aspect de l'entreprise. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était parce que j'avais besoin de comprendre pleinement le pouvoir que je détenais maintenant entre mes mains. J'ai commencé par l'immeuble où vivait Simone. C'était un complexe moderne de 20 unités situé dans l'un des quartiers les plus exclusifs de la ville, Buckhead. Le gérant actuel était un jeune homme nommé Kevin Stone, qui m'a accueilli avec un mélange de surprise et de nervosité lorsque je me suis présenté comme la nouvelle propriétaire. Kevin m'a montré tous les dossiers. Preston et Simone avaient signé un bail de 2 ans, payant un montant considérable chaque mois. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, ce sont les notes dans leur dossier. Ils avaient été en retard sur plusieurs paiements et avaient récemment demandé une prolongation de la date d'échéance. Il semblait que la vie parfaite de Preston n'était pas si parfaite que ça. J'ai demandé à Kevin de me montrer l'appartement exact où il vivait. De la fenêtre du bureau du gérant, je pouvais voir directement leur balcon. C'était étrange de penser que ma fille était là-dedans,
probablement en train de préparer le petit déjeuner ou de se préparer pour le travail, sans savoir que sa propre mère était maintenant sa propriétaire. Au cours des semaines suivantes, j'ai établi une routine. Chaque matin, je visitais l'une de mes propriétés, je parlais au gérant et j'examinais les rapports financiers. J'ai appris plus sur le secteur de l'immobilier en un mois que je n'avais appris sur quoi que ce soit d'autre en des années. Mais mon principal centre d'intérêt restait l'immeuble de Simone. Kevin me tenait informé de toute nouvelle. J'ai appris que Preston avait perdu un client important au travail, qu'ils avaient eu une vive dispute avec les voisins du dessus et que Simone s'était déclarée malade à son travail plus souvent que d'habitude. Lentement, j'ai commencé à voir des fissures dans la façade parfaite de leur mariage. Un après-midi, en examinant des contrats dans le bureau de l'immeuble, j'ai vu Simone sortir de l'ascenseur. Elle était plus mince que dans mon souvenir, et il y avait quelque chose dans sa posture qui me rappelait la jeune fille peu sûre d'elle qu'elle avait été à l'adolescence. Elle portait une robe verte trop grande pour elle, et ses cheveux, qui avaient toujours été sa fierté, semblaient ternes et sans vie. Elle s'est arrêtée dans le hall pour vérifier son courrier, et pendant un instant, j'ai eu l'impulsion d'aller vers elle, de la serrer dans mes bras, de lui dire que tout irait bien. Mais ensuite, je me suis souvenu de cette nuit horrible, des mots cruels de Preston, de son silence complice. Au lieu de cela, je suis resté dans le bureau à l'observer. Elle n'avait aucune idée que j'étais là, que je détenais maintenant le pouvoir de changer sa vie d'une seule décision. C'était un sentiment enivrant et terrifiant à la fois. Cette nuit-là, seul dans ma maison, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Je n'allais pas révéler mon identité immédiatement. Je n'allais pas confronter Preston avec des cris ou des menaces. J'allais faire quelque chose de beaucoup plus puissant. J'allais attendre, observer et agir avec la froideur calculée de quelqu'un qui a enfin le contrôle. Le lendemain, j'ai appelé Kevin Stone et je lui ai donné des instructions très précises. Désormais, je m'occuperai personnellement de toutes les questions relatives à l'appartement de Preston et Simone. Toute communication, tout problème, toute demande, tout devait d'abord passer par moi. Kevin semblait confus par mon intérêt particulier pour ses locataires. Mais il n'a pas posé de questions. Après tout, j'étais la propriétaire, et j'avais le droit de gérer mes propriétés comme je le voulais. J'ai également engagé un détective privé. Je devais savoir exactement quelle était la situation financière de Preston, quelles étaient ses faiblesses, où se trouvaient les fissures dans sa vie apparemment parfaite. Le détective s'appelait Derek Jones, un homme discret d'âge mûr qui avait travaillé pour de nombreuses femmes dans des situations similaires. Derek a livré son premier rapport une semaine plus tard. Les nouvelles étaient encore meilleures que ce que j'avais espéré. Preston avait perdu non pas un, mais 3 clients importants ces derniers mois. Il avait fait de mauvais investissements en bourse et avait perdu une somme d'argent considérable. Pire encore, il avait menti à Simone sur leur situation financière, la tenant dans l'ignorance alors qu'il s'enfonçait de plus en plus dans les dettes. Mais il y avait autre chose. Derek avait découvert que Preston voyait une autre femme, une collègue plus jeune et célibataire, sans les complications de beaux-parents qu'il considérait comme une nuisance. Il se retrouvait dans des hôtels de luxe, dînait dans des restaurants exclusifs, dépensant de l'argent qu'il n'avait pas pendant que Simone restait à la maison, de plus en plus isolée et confuse. J'ai ressenti un mélange de satisfaction et de tristesse. Satisfaction parce que j'avais enfin les armes pour détruire l'homme qui m'avait humilié. Tristesse parce que ma fille était trompée par le même homme qui l'avait éloignée de moi. J'ai décidé qu'il était temps de commencer à mettre la pression. D'abord, j'ai demandé à Kevin d'être plus strict avec les paiements de loyer. Pas de prolongation, pas de considération spéciale. Si le paiement était en retard ne serait-ce que d'un jour, il devait appliquer les frais de retard correspondant conformément au contrat de location. Preston a appelé le bureau de l'immeuble le lendemain, furieux. Il avait l'habitude d'obtenir des concessions, d'être autorisé à payer en retard sans conséquence, mais maintenant les règles avaient changé. Kevin, suivant mes instructions, a expliqué qu'il y avait de nouvelles politiques de gestion et qu'il n'y avait pas d'exception. J'étais dans le bureau quand Preston a appelé, écoutant chaque mot de sa conversation avec Kevin. Sa voix, qui avait semblé si sûre et arrogante cette nuit-là dans son appartement, avait maintenant un ton de désespoir qui m'a rempli d'une satisfaction que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Mais ce n'était que le début. J'ai aussi commencé à faire de petits changements dans l'immeuble qui affecteraient spécifiquement Preston. J'ai engagé une entreprise de construction pour effectuer des réparations mineures à l'étage directement au-dessus du sien. Rien d'illégal, rien qui ne viole les termes du bail, mais assez pour causer de sérieux désagréments.
Des bruits forts tôt le matin pendant ses appels professionnels importants. Des interruptions du service d'eau chaude pendant quelques heures chaque semaine. De petits inconvénients qui s'accumulaient pour créer un environnement de stress constant. Pendant ce temps, je continuais à observer. Derek me tenait informé de chaque mouvement de Preston. Ses rendez-vous avec l'autre femme étaient devenus plus fréquents, mais aussi moins chers. Ils ne pouvaient plus se permettre les hôtels de luxe, alors ils avaient commencé à se retrouver dans un motel de seconde zone en périphérie de la ville. Simone, de son côté, avait commencé à montrer des signes que quelque chose n'allait pas. Pearl, qui avait été mise au courant de ma situation, a rapporté qu'elle avait vu ma fille à l'épicerie en train de comparer obsessionnellement les prix, d'acheter des marques génériques moins chères et d'utiliser des applications de coupons. Il était clair que Preston lui avait dit qu'ils devaient réduire leurs dépenses, mais sans expliquer la vraie raison. Un jour, alors que j'étais dans le bureau de l'immeuble à examiner des rapports, j'ai vu Simone sortir de l'ascenseur avec les yeux rouges et gonflés. Elle avait pleuré. Elle portait la même robe verte mal ajustée, mais maintenant elle avait l'air encore plus mince, plus fragile. Elle s'est approchée du bureau de Kevin avec une lettre à la main. C'était une demande pour installer une ligne téléphonique fixe supplémentaire dans l'appartement, quelque chose qui nécessitait l'approbation de la direction. Pendant que Kevin examinait la demande, j'entendais sa voix brisée expliquant qu'elle avait besoin d'une ligne séparée pour chercher un emploi, qu'elle voulait aider avec les dépenses du ménage. Mon cœur s'est brisé à ce moment-là. Ma fille, qui avait été élevée pour être indépendante et forte, était réduite à une ombre d'elle-même par l'homme même qui avait juré de l'aimer et de la protéger. Mais j'ai aussi réalisé autre chose. Simone commençait à se réveiller. Elle commençait à remettre en question les mensonges de Preston, à chercher des moyens de reprendre le contrôle de sa propre vie. Et cela m'a donné une idée. Cette nuit-là, après beaucoup de réflexion, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de mon plan. Je n'allais pas attendre plus longtemps. Il était temps de commencer à révéler la vérité, mais pas de la manière que Preston attendait. J'ai appelé Derek et je lui ai donné des instructions très précises. Je voulais qu'il s'arrange pour que Simone découvre l'infidélité de son mari, mais d'une manière qui paraisse complètement accidentelle. Je voulais qu'elle voie de ses propres yeux le genre d'homme qu'elle avait épousé. Derek a expliqué que ce serait facile. Preston et sa maîtresse avaient une routine prévisible. Tous les mercredis, ils se retrouvaient dans un café près de son bureau, puis se rendaient dans un motel bon marché en périphérie. Tout ce dont nous avions besoin, c'était que Simone soit au bon endroit au bon moment. J'ai aussi commencé à préparer la phase finale de mon plan. J'ai engagé un comptable pour examiner tous les contrats de location de l'immeuble. Officiellement, c'était pour optimiser les finances de la propriété, mais en réalité, je voulais avoir tous les documents légaux prêts pour le moment de vérité. Pendant ce temps, je continuais à mettre la pression sur Preston. Les retards de paiement du loyer étaient devenus plus fréquents, et chaque fois qu'il appelait le bureau de l'immeuble, Kevin avait pour instruction d'être moins compréhensif, plus rigide avec les politiques. Un après-midi, Preston a finalement perdu patience. Il est arrivé au bureau de l'immeuble sans rendez-vous, criant et exigeant de parler au propriétaire. Il voulait savoir pourquoi les politiques avaient changé si radicalement, pourquoi ils ne pouvaient plus avoir les mêmes considérations qu'auparavant. J'étais dans le bureau quand il est arrivé, assise au bureau de Kevin à examiner des documents. Preston ne m'a pas reconnu. Pour lui, j'étais juste une femme noire plus âgée, probablement une employée administrative sans importance. Il m'a complètement ignoré alors qu'il criait à Kevin à propos de ses droits en tant que locataire. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de révéler ma première carte. D'une voix très calme, sans lever les yeux de mes documents, j'ai dit « Monsieur je pense qu'il y a un malentendu. Je suis la propriétaire de cet immeuble, et les politiques ont changé parce que j'ai décidé qu'elles devaient changer. » Le silence qui a suivi était absolu. La bouche de Preston est restée ouverte, me regardant comme s'il avait vu un fantôme. Lentement, très lentement, il a commencé à reconnaître mon visage. « Vous êtes, balbutia-t-il, incapable de finir la phrase. »« Je le suis, » ai-je répondu, fermant mon dossier et le regardant droit dans les yeux. « La femme qui n'était pas digne de s'asseoir à votre table, votre propriétaire. » Le visage de Preston est passé du rouge au blanc en quelques secondes. Ses yeux s'agitaient frénétiquement, comme s'il essayait de traiter une information impossible. La femme âgée qu'il avait méprisée, qu'il avait envoyée à la cuisine comme une servante, était maintenant la personne qui contrôlait sa maison, sa stabilité, son avenir. Je me suis lentement levé de ma chaise, en gardant le calme que j'avais appris à cultiver pendant ces semaines de préparation.
Je n'allais pas crier. Je n'allais pas faire de scène. Le vrai pouvoir s'exerce en silence, avec contrôle, avec la certitude de quelqu'un qui détient toutes les cartes. Kevin, ai-je dit au gérant sans quitter Preston des yeux, pourriez-vous nous laisser quelques minutes seuls? Kevin a quitté le bureau en fermant la porte derrière lui. Preston et moi étions seuls, séparés seulement par le bureau, mais la distance réelle entre nous était immense. Il n'était plus l'homme puissant qui m'avait humilié. Il n'était qu'un locataire en défaut face à sa propriétaire. Asseyez-vous, ai-je dit en désignant la chaise en face du bureau. Ma voix était ferme mais pas agressive. J'avais appris que la véritable autorité n'a pas besoin d'être bruyante. Preston s'est assis lentement comme un enfant grondé. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il les posait sur ses genoux. Madame Sterling, je ne savais pas que vous étiez la propriétaire. J'ai complété sa phrase. Non, bien sûr que non. Si vous l'aviez su, vous m'auriez probablement traité très différemment cette nuit-là, n'est-ce pas? J'ai ouvert le dossier sur le bureau et j'ai commencé à sortir des documents un par un. Contrat de location, rapport de retard de paiement, registre de plainte d'autres locataires. Chaque morceau de papier que je posais sur le bureau était une preuve supplémentaire de sa situation précaire. Je vois ici que vous avez été en retard sur plusieurs paiements, ai-je continué, en examinant les documents avec le même calme que si je lisais une recette. 3 cette année pour être exact, et selon la politique de l'immeuble, après le 3e retard de paiement, j'ai le droit d'entamer une procédure d'expulsion. La couleur a de nouveau quitté son visage. S'il vous plaît, Madame Sterling, puis-je expliquer? J'ai eu quelques problèmes temporaires au travail, mais tout sera bientôt résolu. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. J'ai continué à examiner les papiers sans me presser, laissant le silence remplir la pièce. Preston s'agitait nerveusement sur sa chaise, attendant ma réponse. C'était délicieux de voir l'homme qui m'avait fait me sentir insignifiante se tortiller maintenant d'anxiété, attendant ma pitié. Je me demande, ai-je finalement dit, si ces difficultés financières n'ont pas quelque chose à voir avec vos nouvelles dépenses. Les hôtels, les dîners coûteux, les cadeaux pour certaines personnes qui ne sont pas votre femme. S'il avait été pâle avant, il avait maintenant l'air complètement gris. Ses lèvres bougeaient sans émettre de son, comme un poisson hors de l'eau. Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai sorti une photographie de mon dossier et je l'ai fait glisser sur le bureau. C'était une image que Derek avait prise la semaine précédente. Preston quittant un motel bon marché avec une jeune femme aux cheveux bruns. Tous deux avaient l'air heureux, inconscients du fait qu'ils étaient observés. Preston a pris la photo avec des mains tremblantes. Comment? Comment avez-vous eu ça? Ce n'est pas important, ai-je répondu. Ce qui est important, c'est que maintenant je comprends pourquoi vous avez eu du mal à payer le loyer. C'est difficile de maintenir 2 relations quand on n'a qu'un seul salaire, surtout quand ce salaire a considérablement diminué ces derniers mois. Je me suis adossé à ma chaise et je l'ai observé en silence pendant quelques instants. Je pouvais voir la panique grandir dans ses yeux, le désespoir d'un homme réalisant que tous ses mensonges étaient découverts un par un. Que voulez-vous de moi, a-t-il finalement demandé, sa voix à peine un murmure. Rien pour l'instant, ai-je répondu. Je voulais juste que nous sachions où nous en sommes. Vous m'avez humilié. Vous m'avez traité comme de la saleté. Vous m'avez fait me sentir sans valeur. Et maintenant, il s'avère que votre vie, votre maison, votre stabilité dépendent complètement de moi. Je me suis levé et j'ai commencé à remettre les documents dans le dossier. Des mouvements délibérément lents qui prolongeaient son agonie. Vous pouvez partir maintenant. Mais souvenez-vous de ceci. Chaque décision que vous prendrez à partir de maintenant, chaque mot que vous direz, chaque action que vous entreprendrez aura des conséquences. Parce que maintenant, c'est moi qui suis en contrôle. Preston s'est levé en trébuchant. Allez-vous parler à Simone de la photographie? Je me suis arrêté et je l'ai regardé directement. Cette décision ne m'appartient pas. C'est la vôtre. Vous pouvez lui dire la vérité comme un homme honnête, ou vous pouvez attendre qu'elle le découvre par elle-même. Mais d'une manière ou d'une autre, la vérité finit toujours par éclater. Il a quitté le bureau comme un fantôme, traînant les pieds, complètement vaincu. Je suis resté assise quelques minutes de plus, savourant le moment. C'était la première fois depuis des mois que je me sentais complètement en paix. Mais mon travail ne faisait que commencer. Au cours des jours suivants, j'ai mis en œuvre la phase suivante de mon plan. Derek avait tout arrangé pour que Simone découvre l'infidélité de son mari.
Ce serait ce mercredi, au café où il se retrouvait habituellement, lorsque Simone arriverait par hasard pour un entretien d'embauche qui avait été annulé à la dernière minute. J'ai aussi commencé à faire d'autres démarches. J'ai engagé une entreprise de nettoyage pour faire un grand nettoyage de l'immeuble, y compris une inspection de toutes les unités. C'était une excuse parfaite pour entrer dans l'appartement de Simone et voir de mes propres yeux comment ma fille vivait. Kevin m'a accompagné pendant l'inspection. L'appartement qui avait semblé si élégant et parfait cette nuit horrible avait maintenant l'air très différent. Les meubles chers étaient toujours là, mais il y avait des signes évidents de difficultés financières. Des factures impayées empilées sur le comptoir de la cuisine, des appareils électroménagers qui avaient clairement été vendus et remplacés par des modèles moins chers, des espaces vides sur les murs où des œuvres d'art coûteuses étaient accrochées. Dans la chambre principale, j'ai remarqué que le lit n'était fait que d'un côté. L'autre côté avait l'air de n'avoir pas été occupé depuis des jours. Il était clair que Preston dormait ailleurs, probablement sur le canapé du salon, ou peut-être même pas à la maison. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'est le petit bureau dans le coin de la chambre. Il était couvert de papiers liés à des recherches d'emploi. Simone avait postulé pour des emplois de bureau, des postes de service à la clientèle, tout ce qui pouvait aider avec les finances du ménage. Ma fille indépendante et instruite avait été réduite à chercher des emplois de survie à cause des mensonges de son mari. Cette nuit-là, seul dans ma maison, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de détermination. Tristesse de voir comment ma fille avait été manipulée et trompée. Détermination parce que je savais que j'avais le pouvoir de la libérer de cette situation toxique. Mercredi est arrivé plus vite que prévu. Derek m'a appelé tôt le matin pour confirmer que tout était en place. Le faux entretien d'embauche de Simone avait été organisé. Preston et sa maîtresse maintenaient leur routine habituelle et tout se déroulerait naturellement. À 15h cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. C'était Derek. C'est fait, a-t-il dit simplement. Simone les a vus. Elle est en route pour la maison maintenant, et elle a l'air anéantie. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, le même où James me lisait le journal le dimanche matin, et j'ai attendu. Je savais que je n'aurais pas à attendre longtemps pour avoir des nouvelles de ce qui s'était passé. 1 heure plus tard, Kevin m'a appelé du bureau de l'immeuble. Des cris provenaient de l'appartement de Preston et Simone. Les voisins se plaignaient. Ils pensaient qu'ils devaient intervenir. Non, lui ai-je dit. Laissez-les régler leurs problèmes. Mais si la situation devient violente, appelez la police. Cette nuit-là, Pearl est venue me rendre visite avec des nouvelles. Elle avait vu Simone quitter l'immeuble avec une petite valise. Elle avait l'air dévastée, mais il y avait aussi quelque chose de différent chez elle, une détermination que je n'avais pas vue depuis des mois. Tu penses qu'elle viendra te voir, m'a demandé Pearl. Finalement, ai-je répondu. Mais d'abord, elle doit traiter tout ce qui s'est passé. Elle doit comprendre que son mariage a été un mensonge depuis le début. J'avais raison. Simone n'est pas venue cette nuit-là, ni le lendemain. Mais je savais que ce n'était qu'une question de temps. 3 jours après que Simone a découvert l'infidélité de Preston, mon téléphone a sonné à 22h. C'était elle. Sa voix semblait brisée, fatiguée, comme si elle avait pleuré pendant des heures. Maman, a-t-elle simplement dit, et ce mot m'a transpercé le cœur comme un couteau. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux venir te voir? Bien sûr, mon amour, ai-je répondu en essayant de garder ma voix stable malgré l'émotion que je ressentais. Je t'attendrai. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté immobile pendant plusieurs minutes. Après des mois de planification, de stratégie et de manœuvres calculées, j'allais enfin retrouver ma fille. Mais je savais que cette conversation serait la plus difficile de nos vies. J'ai fait une tisane à la camomille, la même que je lui donnais quand elle était petite et qu'elle faisait des cauchemars. J'ai utilisé les bonnes tasses, celles que James m'avait offertes pour notre 20e anniversaire. Je voulais que tout soit parfait, qu'elle se sente chez elle, qu'elle se souvienne qu'elle avait toujours eu un refuge ici. Quand j'ai entendu la sonnette, j'ai pris une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Simone se tenait sur le seuil avec une petite valise et les yeux gonflés de larmes. Elle avait l'air si fragile, si perdue, que tous mes instincts maternels se sont immédiatement réveillés. « Salut, maman » a-t-elle murmuré. Je l'ai serrée dans mes bras sans rien dire. Je l'ai sentie trembler dans mes bras, comme quand elle était petite et qu'elle avait peur des orages. Nous sommes restés ainsi pendant plusieurs minutes en silence pendant que je la réconfortais, comme je l'avais fait tant de fois auparavant. Finalement,
je l'ai conduite au salon et je lui ai servi le thé. Elle tenait la tasse à deux mains comme si elle avait besoin de la chaleur pour ne pas s'effondrer complètement. « Je suis tellement désolée, maman, a-t-elle finalement dit. Je suis tellement désolée pour tout ce qui s'est passé. Je suis désolée d'avoir laissé Preston te traiter comme ça. Je suis désolée de ne pas t'avoir défendu. Je suis désolée d'avoir été si aveugle. » Ces paroles m'ont rempli d'un mélange de soulagement et de douleur. Soulagement parce qu'elle reconnaissait enfin ce qui s'était passé. Douleur parce que je pouvais voir combien elle avait souffert pour en arriver là. « Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi, lui ai-je dit doucement. Tu as aussi été une victime de cet homme. » Simone a commencé à tout me raconter. Comment Preston avait progressivement commencé à l'isoler de ses amis et de sa famille. Comment il l'avait amené à croire que j'étais une influence négative dans leur vie. Que ma présence le mettait mal à l'aise dans sa propre maison. Comment il avait contrôlé chaque aspect de sa vie, de ses vêtements à ses amitiés. Ce soir-là, au dîner, a-t-elle dit, les larmes lui montant aux yeux, je voulais te défendre. Je voulais lui dire de se taire, qu'il n'avait pas le droit de te traiter comme ça. Mais j'avais si peur de sa réaction, de ce qui pourrait m'arriver plus tard quand nous serions seuls. Mon cœur s'est brisé en entendant cela. Ma fille avait vécu dans la peur pendant 2 ans, marchant sur des œufs, essayant de maintenir la paix au détriment de sa propre dignité et de notre relation. Et maintenant, je découvre qu'il me trompait, a continué sa voix, devenant plus forte. Que pendant que je me sacrifiais pour notre mariage, il était avec une autre femme. Et tous les problèmes financiers qu'il m'a fait croire temporaires étaient en fait causés par ses dépenses en hôtel et en cadeaux pour elle. Je ne lui ai pas dit que je savais déjà tout cela. Je n'ai pas mentionné les photographies ni mon rôle dans la révélation de son infidélité. Cela pourrait venir plus tard, quand elle serait plus forte, quand elle pourrait gérer toute la vérité. Au lieu de cela, je l'ai écoutée, la laissant se défouler, pleurer et exprimer toute la rage et la douleur qu'elle avait gardée à l'intérieur pendant des mois. Cela faisait partie du processus de guérison, et j'étais prête à être son refuge aussi longtemps qu'elle en aurait besoin. « Je peux rester ici quelques jours ?» a-t-elle finalement demandé. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour décider de ce que je vais faire de ma vie. »« Ceci a toujours été ta maison » ai-je répondu. « Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin. » Au cours des jours suivants, j'ai regardé ma fille retrouver lentement des parties d'elle-même qu'elle avait perdues pendant son mariage. Elle a commencé à mieux manger, à dormir plus paisiblement et à sourire de temps en temps. C'était comme voir une fleur fanée recevoir de l'eau après une longue sécheresse. Pendant ce temps, Preston avait appelé constamment, envoyé des messages et s'était présenté à l'immeuble où il vivait pour supplier Simone de revenir. Kevin me tenait informé de ses tentatives désespérées de la contacter. Un après-midi, pendant que Simone faisait la sieste, Kevin m'a appelé avec des nouvelles urgentes. Preston était arrivé à l'immeuble complètement ivre, criant dans le hall, exigeant de savoir où était sa femme. Il avait dérangé d'autres locataires et avait menacé de s'introduire de force dans son propre appartement. « Appelez la police », lui ai-je dit, « et assurez-vous qu'il y a un rapport de tout. Son comportement viole les règles de résidence de l'immeuble. » Ce soir-là, quand Simone s'est réveillée de sa sieste, elle avait l'air plus reposée que je ne l'avais vue depuis des semaines. Nous avons dîné ensemble à la table de la cuisine, comme nous l'avions fait tant de fois quand elle était jeune. « Maman », a-t-elle soudainement dit, « je dois te demander quelque chose d'important. Tout ce dont tu as besoin, mon amour. J'ai besoin d'un avocat. Je veux divorcer de Preston, mais je n'ai pas d'argent pour payer les frais de justice. Je sais que tu n'as pas beaucoup, mais si tu pouvais me prêter. » Je l'ai interrompu en lui prenant la main. « Ne t'inquiète pas pour l'argent. Je m'occuperai de toutes les dépenses juridiques. » Ses yeux se sont remplis de larmes. « Je ne sais pas comment je pourrai jamais te rembourser. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas d'économie. Je n'ai rien. Tu n'as rien à me rembourser, ai-je dit. Tu as juste besoin d'être heureuse. » Le lendemain, je l'ai emmené au bureau de Marcus, l'avocat qui s'était occupé de mon héritage. J'avais décidé qu'il serait parfait pour s'occuper du divorce de Simone. Il était discret, efficace et expérimenté dans les cas compliqués. Marcus nous a reçus avec la même gentillesse professionnelle qu'il m'avait montrée. Simone lui a raconté toute son histoire, du contrôle psychologique à l'infidélité et à l'abus financier. Marcus a pris des notes détaillées et l'a assuré qu'elle avait un dossier solide. Avec les preuves que nous avons, lui a-t-il dit, nous pouvons demander non seulement le divorce,
mais aussi une indemnisation pour détresse émotionnelle et une division équitable des biens. Après le rendez-vous, nous avons marché dans le parc Piémont, où je l'emmenais quand elle était enfant. Simone avait l'air plus légère, comme si elle s'était débarrassée d'un énorme poids. « Merci, maman », a-t-elle dit alors que nous nous asseyions sur le même banc où j'avais pleuré cette nuit horrible après l'humiliation. Pas seulement pour avoir payé l'avocat. Merci de m'avoir reprise après tout ce qui s'est passé. Tu seras toujours ma fille, ai-je répondu. Peu importe ce qui arrive, peu importe les erreurs que tu commets, tu auras toujours une place dans mon cœur et dans ma maison. Cette nuit-là, pendant que Simone dormait paisiblement dans son ancienne chambre, je me suis assise dans mon fauteuil préféré et j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. Mon plan avait fonctionné parfaitement. Preston avait été démasqué. Simone s'était réveillée de son cauchemar et nous avions enfin une chance de reconstruire notre relation. Mais je savais qu'il y avait encore une dernière pièce du puzzle. Preston n'allait pas abandonner facilement. Les hommes comme lui ne le font jamais. Et quand il se sentirait complètement acculé, il ferait probablement quelque chose de désespéré. J'avais raison. 2 jours plus tard, Kevin m'a appelé avec des nouvelles alarmantes. Preston avait engagé son propre avocat et menaçait de poursuivre l'immeuble pour harcèlement et discrimination. Il prétendait que j'utilisais ma position de propriétaire pour une vengeance personnelle. Il était temps de révéler ma dernière carte. Il était temps que Preston sache exactement à qui il avait affaire. La menace légale de Preston est arrivée au moment parfait. J'avais déjà révélé une partie de mon pouvoir, mais il ne comprenait toujours pas toute l'ampleur de ce à quoi il faisait face. Ces menaces de poursuite pour harcèlement et discrimination étaient l'excuse parfaite pour lui montrer toute la vérité une fois pour toutes. J'ai appelé Marcus et je lui ai demandé de préparer une réunion formelle, non pas au bureau de l'immeuble, mais à son cabinet d'avocat, avec tous les documents liés à mon héritage étalés sur la table. Je voulais que Preston voie exactement contre qui il avait décidé de se battre. Dites à son avocat que je suis prête à discuter de ces accusations, ai-je dit à Marcus, mais dites-lui d'apporter toutes ses preuves parce que j'apporterai les miennes aussi. La réunion a été fixée pour le vendredi suivant. Pendant ces jours, j'ai préparé soigneusement tout ce dont j'aurais besoin. Non seulement les documents de propriété de l'immeuble où il vivait, mais aussi les actes de toutes mes autres propriétés, les relevés bancaires, les rapports du détective privé, et quelque chose d'autre que j'avais gardé pour ce moment précis. J'ai aussi dit à Simone ce que je prévoyais. Il était temps qu'elle connaisse toute la vérité sur ma nouvelle situation financière. Je lui ai tout raconté. L'héritage de Wally Jenkins, les propriétés, le fait que je possédais l'immeuble où elle avait vécu avec Preston. Sa réaction a été exactement ce à quoi je m'attendais. D'abord le choc, puis l'incrédulité, et enfin un mélange d'étonnement et quelque chose comme du soulagement. Tu veux dire que pendant tout ce temps, alors que Preston t'humiliait et te traitait comme de la saleté, tu étais techniquement sa propriétaire, a-t-elle demandé, un sourire ironique apparaissant sur son visage pour la première fois depuis des semaines. C'est exact, ai-je répondu. Et maintenant, il menace de me poursuivre en justice. Pauvre homme. Il n'a aucune idée de ce qu'il est sur le point de découvrir. Le vendredi est arrivé comme une tempête qui couvait depuis des mois. Marcus avait préparé la salle de conférence de son cabinet avec tous mes documents méticuleusement organisés sur la table. Quand je suis arrivé, Preston et son avocat étaient déjà là. Un jeune homme nerveux qui ne savait clairement pas dans quoi il s'était embarqué. Preston avait l'air terrible. Il avait perdu du poids, avait de profonds cernes sous les yeux, et son costume, bien que cher, semblait froissé et négligé. Il était clair que les dernières semaines avaient été un véritable enfer pour lui. Madame Sterling, a commencé son avocat d'un ton qui se voulait intimidant, mon client a de graves accusations à formuler contre vous. Vous utilisez votre position de propriétaire pour un harcèlement et une vengeance personnelle. Cela constitue une discrimination et un abus de pouvoir. Je me suis assise tranquillement sur ma chaise sans répondre immédiatement. Marcus m'avait conseillé de les laisser parler en premier, de les laisser s'enfoncer plus profondément dans leur propre ignorance avant de révéler toute la vérité. Preston a pris la parole, sa voix tremblant légèrement. Vous me persécutez depuis que vous avez découvert que je suis le mari de votre fille. Vous avez changé la politique de l'immeuble spécifiquement pour me nuire. Vous avez engagé des ouvriers pour faire du bruit perturbateur. Vous avez été inflexible avec les paiements de loyer d'une manière que vous n'aviez jamais été auparavant. Tout cela, a poursuivi son avocat, constitue un schéma clair de harcèlement. Nous sommes prêts à poursuivre non seulement pour des dommages-intérêts compensatoires,
mais aussi pour des dommages-intérêts punitifs. Quand ils ont fini de parler, le silence a rempli la pièce. Marcus m'a regardé, attendant mon signal. J'ai simplement souri et j'ai commencé à ouvrir les dossiers que j'avais apportés. C'est intéressant, ai-je finalement dit, que vous parliez de harcèlement et de persécution parce que j'ai aussi documenté un schéma de comportement. Mais avant d'en arriver là, je pense qu'il y a quelque chose que vous devez savoir sur moi. J'ai sorti le premier document, le certificat de propriété, non seulement de l'immeuble où vivait Preston, mais de 4 autres immeubles d'appartements dans le même quartier. L'avocat de Preston s'est penché pour le lire, et j'ai pu voir son expression passer progressivement de la confiance à la confusion. Comme vous pouvez le voir, ai-je continué, je ne suis pas seulement la propriétaire d'un immeuble. Je possède un portefeuille considérable de biens immobiliers dans cette ville. J'ai sorti le jeu de documents suivants, les relevés bancaires montrant des soldes de plusieurs millions de dollars. Le jeune avocat a dégluti de manière audible. De plus, ai-je ajouté, je dispose de ressources financières considérables, ce qui signifie que je peux me permettre les meilleurs avocats de la ville si quelqu'un décide de me contester légalement. Mais le coup de grâce est venu lorsque j'ai sorti le dossier contenant toutes les photographies et les rapports du détective privé. Les images de Preston avec sa maîtresse, les registres de ses dépenses en hôtels et restaurants, la documentation complète de son infidélité et de ses mensonges financiers. Maintenant, ai-je dit en éparpillant les photographies sur la table. Parlons de harcèlement et de comportement inapproprié. Preston est devenu pâle comme un fantôme. Son avocat a pris l'une des photographies et l'a regardée avec une horreur croissante. Ces photographies, ai-je expliqué calmement, documentent un schéma d'infidélité remontant à plusieurs mois. Pendant ce temps, Monsieur a dépensé de l'argent qu'il n'avait pas pour entretenir une relation extra-conjugale tout en mentant à sa femme sur leur situation financière. J'ai sorti d'autres documents, des registres des dépenses de Preston, des preuves de ses pertes d'investissement, des rapports sur ses problèmes d'emploi. J'ai aussi des preuves qu'il a trompé ma fille sur leur véritable situation économique, lui faisant croire qu'ils avaient des problèmes temporaires alors qu'en réalité il avait perdu une somme d'argent considérable en raison de mauvaises décisions financières et de dépenses irresponsables. L'avocat de Preston a rapidement commencé à rassembler ses papiers. Il était clair qu'il n'avait aucune idée de la véritable situation de son client lorsqu'il a pris l'affaire. Mais surtout, ai-je continué en regardant directement Preston, toutes ces actions constituent une fraude conjugale, une tromperie et un abus psychologique. Ma fille a des motifs solides non seulement pour le divorce, mais aussi pour une poursuite considérable en dommages-intérêts. Preston a finalement trouvé sa voie. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez tout planifié. Vous m'avez tendu un piège. Non, ai-je répondu fermement. J'ai simplement documenté la vérité. Vos actions, vos décisions, vos mensonges. Je ne vous ai pas forcé à tromper. Je ne vous ai pas forcé à mentir sur l'argent. Je ne vous ai pas forcé à m'humilier cette nuit-là dans votre appartement. Je me suis levé de ma chaise et je me suis dirigé vers l'endroit où il était assis. Ce que j'ai fait, c'est m'assurer que les conséquences de vos actions vous rattrapent enfin. Son avocat s'est raclé la gorge nerveusement. Madame Sterling, je crois que nous pouvons parvenir à une sorte d'accord. Mon client est prêt à retirer toutes les accusations. Bien sûr qu'il les retirera, ai-je répondu, parce que maintenant il comprend qu'il n'a aucun dossier. Mais il y a autre chose qu'il doit comprendre. Je suis retourné à mon siège et j'ai sorti le dernier document, un avis d'expulsion formel. Ceci est un préavis de 30 jours, ai-je annoncé. En raison de multiples retards de paiement du loyer, de violation des règles de résidence de l'immeuble et d'un comportement agressif envers d'autres locataires et le personnel administratif, vous êtes expulsé de la propriété. Preston s'est levé brusquement. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des droits. Oui, vous en avez, ai-je convenu. Et ils sont tous clairement établis dans le contrat de location que vous avez signé, un contrat que vous avez violé à plusieurs reprises. Marcus est intervenu. Tout est complètement légal. L'avis d'expulsion est basé sur des violations documentées du bail, pas sur une vengeance personnelle. L'avocat de Preston a rapidement rassemblé ses affaires. Monsieur je pense que nous devrions partir. Il n'y a pas de cas ici. Mais Preston n'a pas bougé. Il est resté là, me regardant avec un mélange de haine et de désespoir. Vous avez détruit ma vie, a-t-il dit. Non, ai-je répondu calmement. Vous avez détruit votre propre vie. J'ai simplement fait en sorte que ma fille connaisse la vérité.
Ils ont quitté le bureau en silence. Preston est sorti comme un zombie, complètement vaincu. Son avocat avait l'air embarrassé et pressé de mettre fin à son association avec l'affaire. Quand ils sont partis, Marcus et moi sommes restés seuls dans la salle de conférence. Il a commencé à organiser les documents pendant que je restais assise, traitant tout ce qui venait de se passer. « Comment vous sentez-vous » m'a demandé Marcus. J'ai réfléchi à sa question pendant un long moment. Comment je me sentais? Ce n'était pas de la satisfaction que je ressentais. Pas exactement. C'était quelque chose de plus profond, de plus complexe. Je me sens en paix, ai-je finalement répondu. Pour la première fois depuis des mois, je me sens complètement en paix. La nouvelle de l'expulsion s'est rapidement répandue dans l'immeuble. Kevin m'a dit que plusieurs locataires avaient exprimé leur soulagement, surtout après les incidents où Preston avait crié dans le hall et dérangé les autres résidents. Personne ne regretterait de le voir partir. Simone a reçu la nouvelle avec un mélange d'émotions complexes. D'un côté, elle se sentait soulagée de savoir que Preston ne pourrait plus la harceler dans son ancien domicile. D'un autre côté, la réalité que son mariage était officiellement terminé la frappait avec une nouvelle force. « C'est étrange », m'a-t-elle dit ce soir-là pendant que nous dînions. Depuis des mois, je sais que mon mariage allait mal. Mais maintenant que c'est vraiment fini, je me sens perdu, comme si je ne savais pas qui je suis sans lui. Je comprenais parfaitement ce qu'elle voulait dire. Après la mort de James, j'avais ressenti la même chose. Lorsque votre identité a été liée à une autre personne pendant si longtemps, être seul ressemble à perdre une partie de soi-même. C'est normal, mon amour, lui ai-je dit. Mais c'est aussi une opportunité, une chance de redécouvrir qui tu es vraiment sans les limitations qu'il t'imposait. Au cours des jours suivants, j'ai vu Preston s'effondrer complètement. Kevin me tenait informé de ses tentatives désespérées de trouver un autre endroit où vivre. Sa situation financière était pire que ce que j'avais imaginé. Les retards de paiement du loyer n'étaient pas seulement dus à ses dépenses extravagantes pour sa maîtresse. Il était vraiment au bord de la faillite. Sa maîtresse l'avait apparemment abandonné dès qu'elle avait découvert ses problèmes financiers. Derek a rapporté qu'elle avait commencé à sortir avec un autre homme, quelqu'un avec une meilleure situation économique et sans les complications d'un divorce en cours. Une semaine avant la date limite d'expulsion, Preston a fait sa dernière tentative désespérée. Il s'est présenté chez moi à 22 heures, complètement ivre, suppliant pour une autre chance. Quand j'ai ouvert la porte et que je l'ai vu tituber sur mon porche, ses vêtements en désordre et son haleine sentant l'alcool, j'ai ressenti un mélange de pitié et de dégoût. C'était l'homme qui m'avait fait me sentir insignifiante, qui m'avait traité comme de la saleté. Maintenant, il se tenait à ma porte, brisé et désespéré. « S'il vous plaît, marmonna-t-il, donnez-moi une autre chance. Je peux payer le loyer. Je peux trouver l'argent. » Il ne s'agit pas de l'argent, Preston, ai-je répondu. Il s'agit des décisions que vous avez prises. Il s'agit de la façon dont vous avez traité les personnes que vous auriez dû respecter. J'ai eu tort, a-t-il continué, les mots se bousculant. J'ai eu tort à votre sujet. J'ai eu tort sur tout. Laissez-moi juste rester dans l'appartement. Simone peut rester avec vous. Je ne la dérangerai plus. Simone était apparue derrière moi, réveillée par les voix. Quand elle a vu Preston dans cet état, son expression a changé, passant de l'inquiétude à quelque chose comme du mépris. « Va-t'en, Preston » a-t-elle dit, sa voix plus forte que je ne l'avais entendue depuis des mois. « Tu n'as plus de pouvoir sur moi. Tu ne peux pas me manipuler avec tes larmes et tes promesses vides. » Il la regarda avec des yeux suppliants. « Simone, s'il te plaît, pouvons-nous réessayer? Je peux changer. »« Non » répondit-elle fermement. « Tu as eu des années pour changer. Tu as eu des centaines d'occasions de bien traiter ma mère, d'être honnête avec moi, d'être l'homme que tu avais promis d'être lorsque nous nous sommes mariés. Tu as choisi de ne pas le faire. » J'ai fermé la porte doucement mais fermement. À travers la fenêtre, nous l'avons regardé s'éloigner en titubant vers la rue, une figure pathétique qui avait tout perdu à cause de sa propre arrogance et de sa cruauté. Les derniers jours avant l'expulsion ont été chaotiques. Preston a engagé une entreprise de déménagement bon marché qui est arrivée en retard et a manipulé ses affaires sans soin. Plusieurs locataires se sont plaints du bruit et de l'agitation, mais je les ai assurés que ce serait la dernière fois qu'ils auraient à faire face à ce genre de perturbations. Le jour de l'expulsion finale, j'ai décidé d'être présente, non par cruauté, mais parce que je voulais m'assurer que tout se faisait légalement et correctement.
Je dois aussi admettre que c'était parce que je voulais voir la fin de ce chapitre de mes propres yeux. Preston ressemblait à un fantôme de lui-même. En quelques semaines seulement, il avait perdu du poids. Ses cheveux étaient en désordre, et ses vêtements, bien que chers, étaient froissés et sales. Il portait une petite valise dans une boîte en carton. Apparemment, tout ce qui restait de son ancienne vie. Quand il m'a vu dans le hall de l'immeuble, il s'est arrêté. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il allait faire une autre scène, mais au lieu de cela, il m'a juste regardé avec des yeux vides. « J'espère que vous êtes satisfaite, » a-t-il dit. « Il ne s'agit pas de satisfaction, » ai-je répondu. « Il s'agit de justice. » Il est parti sans un autre mot. Kevin et moi l'avons regardé depuis la fenêtre du bureau monté dans un vieux taxi avec ses quelques affaires. Nous ne savions pas où il allait, et franchement, nous nous en fichions. « Que allez-vous faire de l'appartement maintenant » m'a demandé Kevin. « Je vais le rénover complètement » ai-je répondu. « Et ensuite, je le louerai à une famille qui l'appréciera vraiment. » Ce soir-là, Simone et moi avons célébré tranquillement. Ce n'était pas une célébration de la chute de Preston, mais de la fin d'un chapitre douloureux de nos vies. Nous avons dîné à la table de la cuisine comme nous le faisions quand elle était enfant et nous avons parlé de l'avenir. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » lui ai-je demandé. « D'abord, je vais trouver un travail » a-t-elle répondu avec détermination. « Je veux être financièrement indépendante. Je ne veux plus jamais dépendre de quelqu'un qui peut utiliser l'argent pour me contrôler. »« Tu n'as pas à t'inquiéter de l'argent » ai-je dit. « Maintenant, j'ai assez de ressources pour... »« Non, maman » m'a-t-elle doucement interrompu. « J'ai besoin de faire ça pour moi-même. J'ai besoin de me prouver que je peux me débrouiller seule. » Je comprenais parfaitement ce qu'elle voulait dire. L'indépendance n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de confiance en soi, de reconstruction de son identité de femme forte et indépendante. Mais, a-t-elle ajouté avec un petit sourire, j'aimerais continuer à vivre ici avec toi pendant un certain temps si ça ne te dérange pas. Ça m'a manqué. Une vraie famille m'a manqué. Les larmes me sont venues aux yeux. Ceci sera toujours ta maison. Au cours des semaines suivantes, j'ai vu Simone redevenir lentement la femme forte que j'avais élevée. Elle a commencé à chercher activement du travail, a mis à jour son CV et a acheté de nouveaux vêtements avec l'argent qu'elle avait secrètement économisé pendant les derniers mois de son mariage. Elle a aussi commencé à sortir davantage, à renouer avec des amis qu'elle avait perdus pendant son mariage avec Preston. Elle m'a dit qu'il avait été très subtil dans la façon dont il l'avait isolée, ayant toujours une excuse pour laquelle elle ne pouvait pas voir certaines personnes, pourquoi certains événements étaient inappropriés pour eux. C'est terrifiant, m'a-t-elle dit un soir, de réaliser à quel point j'avais perdu de ma vie sans même le savoir, combien de décisions j'avais arrêté de prendre pour moi-même. Mais l'important, ai-je répondu, c'est que tu l'as réalisé. Beaucoup de femmes ne le font jamais. Un après-midi, en examinant des documents dans le bureau de l'immeuble, Kevin m'a donné des nouvelles intéressantes. Une jeune famille avec 2 petits-enfants était intéressée par la location de l'appartement que Preston avait occupé. C'étaient des enseignants, des gens travailleurs avec d'excellentes références. Parfait, lui ai-je dit. Prenez rendez-vous pour qu'ils voient l'appartement. Quand j'ai rencontré la famille Williams, j'ai su immédiatement qu'ils étaient exactement le genre de locataire que je voulais. Maya, la mère, était une femme chaleureuse qui me rappelait moi-même quand j'étais jeune. Son mari, David, était calme mais clairement dévoué à sa famille. Leurs 2 enfants, âgés de 5 et 7 ans, étaient bien élevés et pleins d'énergie. C'est parfait, a dit Maya après avoir vu l'appartement rénové. Les enfants auront leur propre chambre, et le salon est parfait pour faire les devoirs. Je leur ai offert l'appartement à un loyer inférieur à celui que Preston payait. Kevin m'a regardé avec surprise, mais je savais ce que je faisais. Je voulais que l'immeuble soit rempli de vraies familles, de bonnes personnes qui créeraient une atmosphère positive. « Êtes-vous sûr du prix ?» m'a demandé Maya, clairement surprise par ma générosité. « Complètement sûr » ai-je répondu. Assurez-vous simplement que vos enfants sont heureux ici. 6 mois après le jour qui a changé ma vie pour toujours, je me suis réveillé avec ma nouvelle routine matinale. Je n'étais plus la même femme qui était sortie de cet appartement humilié. Je n'étais plus la veuve solitaire vivant de souvenirs et d'une modeste pension. J'étais Alara Sterling, femme d'affaires, propriétaire, femme indépendante, et surtout, une mère qui avait retrouvé sa fille. Simone avait trouvé un emploi dans un cabinet comptable du centre-ville. Ce n'était pas le travail de ses rêves,
mais cela lui donnait l'indépendance dont elle avait besoin et la confiance en soi qu'elle avait perdue pendant son mariage. Chaque matin, je la regardais se préparer pour le travail avec une énergie que je n'avais pas vue depuis des années. « Bonjour, maman », a-t-elle dit ce matin-là, en me faisant un bisou sur la joue avant de se verser du café. « Des projets pour aujourd'hui. »« Je vais vérifier les propriétés du côté sud », ai-je répondu. « Et puis j'ai une réunion importante. » Je ne lui ai pas dit de quelle réunion il s'agissait. C'était une surprise que je préparais depuis des semaines. Après le départ de Simone pour le travail, j'ai mis mon plus beau tailleur bordeaux, celui qui me faisait me sentir puissante et élégante. Je me suis coiffée avec soin et j'ai mis le collier de perles que James m'avait offert pour notre dernier anniversaire. Je voulais être parfaite pour ce que j'avais prévu. Mon premier arrêt a été l'immeuble d'appartements où vivait maintenant la famille Williams. Les enfants avaient transformé l'atmosphère du lieu. Leur rire résonnait dans les couloirs, et d'autres locataires avaient commencé à commenter à quel point il était agréable d'avoir une jeune famille heureuse dans l'immeuble. Kevin m'a accueilli avec son rapport mensuel. Les finances de l'immeuble étaient meilleures que jamais. Les locataires payaient rapidement. Il n'y avait aucune plainte de bruit ou de trouble, et la liste d'attente pour les appartements disponibles ne cessait de s'allonger. Le changement a été incroyable depuis le départ de Monsieur Hay, a commenté Kevin. C'est comme si tout l'immeuble respirait mieux. J'ai souri mais n'ai pas commenté. Preston faisait partie du passé et je préférais me concentrer sur l'avenir. Mon deuxième arrêt était le bureau de Marcus King. Le divorce de Simone avait été finalisé la semaine précédente. Preston ne s'était pas présenté à l'audience finale, et le juge avait accordé tout ce que nous avions demandé. Simone était officiellement une femme libre. J'ai les documents finaux, a dit Marcus en me tendant une épaisse enveloppe. Votre fille peut commencer sa nouvelle vie sans aucun lien juridique avec le passé. Parfait, ai-je répondu. Et l'autre affaire dont nous avons discuté? Tout est prêt, a-t-il confirmé avec un sourire. Les papiers sont préparés pour quand vous en aurez besoin. Mon troisième et plus important arrêt était un bureau du centre-ville. C'était un immeuble moderne et élégant avec des fenêtres donnant sur toute la ville. Je suis monté au 15e étage et je me suis dirigé vers la réception d'une organisation que j'avais recherchée pendant des semaines. J'ai rendez-vous avec la directrice, ai-je dit à la réceptionniste. Madame Sterling, on vous attend. La directrice de la fondation Phoenix House était une femme de mon âge nommée Dr Lena Wallace. Elle avait consacré sa vie à aider les femmes en situation de violence domestique et d'abus psychologiques. Madame Sterling, m'a-t-elle accueilli chaleureusement. C'est un plaisir de vous rencontrer. Votre proposition nous a profondément impressionnés. Nous nous sommes assises dans son bureau où elle avait préparé une présentation sur le travail qu'ils font. Ils aident les femmes à échapper à des relations abusives. Ils fournissent un abri temporaire, des conseils juridiques, un soutien psychologique et une formation professionnelle pour qu'elles puissent reconstruire leur vie. Comme je l'ai expliqué au téléphone, ai-je dit, je veux faire un don considérable à votre organisation, mais je veux aussi proposer quelque chose de plus ambitieux. J'ai sorti les documents que Marcus avait préparés. C'était l'acte de propriété de l'un de mes biens, un immeuble d'appartement dans un quartier sur d'Atlanta. Je veux faire don de cet immeuble entier pour qu'il soit converti en logement de transition pour les femmes fuyant des relations abusives, ai-je annoncé. Des appartements où elles pourront vivre avec leurs enfants sans payer de loyer jusqu'à ce qu'elles soient financièrement stables. Les yeux du docteur Wallace se sont remplis de larmes. Madame Sterling, c'est. Cela changerait la vie de dizaines de familles. Nous pourrions aider tant de femmes que nous ne pouvons actuellement pas assister par manque de place. Il y a une condition, ai-je ajouté. Je veux être personnellement impliqué. Je veux rencontrer les femmes que vous aidez. Je veux entendre leurs histoires. Je veux faire partie de leur processus de guérison. Bien sûr, a-t-elle immédiatement répondu. Votre expérience personnelle serait inestimable pour les femmes que nous aidons. J'ai signé les papiers de donation l'après-midi même. C'était la décision la plus importante que j'avais prise avec ma nouvelle fortune, plus importante même que de retrouver ma fille ou de me venger de Preston. Ce soir-là, quand Simone est rentrée du travail, je l'attendais dans le salon avec un verre de vin et les documents finaux de son divorce. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé en prenant l'enveloppe. « Ta liberté officielle » ai-je répondu. « Tu n'es plus marié à Preston. » Légalement, émotionnellement, complètement libre. Simone a ouvert l'enveloppe et a lu les documents. Quand elle a fini, elle s'est assise à côté de moi sur le canapé et m'a serré dans ses bras.
Merci, maman, pour tout. De m'avoir accueilli quand je suis arrivé brisé. D'avoir payé l'avocat. De m'avoir donné le temps de guérir. De ne jamais avoir abandonné. J'ai d'autres nouvelles aussi, ai-je dit. Aujourd'hui, j'ai fait don d'un de mes immeubles pour créer des logements pour les femmes quittant des relations abusives. Simone m'a regardé avec admiration. Maman, c'est merveilleux. Tu vas aider tant de femmes. Et je veux que tu sois impliquée aussi, si tu le souhaites. Ces femmes auront besoin de soutien, de quelqu'un qui comprend ce qu'elles ont traversé. Bien sûr, a-t-elle répondu sans hésitation. J'adorerais aider. Nous sommes restés en silence quelques instants, chacune perdue dans ses propres pensées. Finalement, Simone a parlé. Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si tu n'avais pas hérité de l'argent? Si tu n'avais jamais eu le pouvoir de te venger de Preston? C'était une question que je m'étais posée de nombreuses fois. Je pense que la vérité serait sortie finalement, ai-je répondu. Les hommes comme Preston se détruisent toujours eux-mêmes. L'argent n'a fait qu'accélérer le processus. Et penses-tu que nous nous serions retrouvés? Oui, ai-je répondu sans hésitation. Parce que l'amour entre une mère et sa fille est plus fort que toute manipulation. L'argent m'a donné des outils, mais l'amour nous aurait réunis de toute façon. 3 mois plus tard, j'ai assisté à l'inauguration officielle du centre de transition Phoenix House. C'était l'immeuble que j'avais donné, entièrement rénové et converti en 8 beaux appartements fonctionnels pour les familles en transition. La première locataire était une jeune femme nommée Chloé avec 2 petits-enfants. Elle avait quitté un mariage abusif et recommençait à zéro, tout comme Simone l'avait fait. Quand je lui ai remis les clés de sa nouvelle maison temporaire, j'ai vu dans ses yeux la même gratitude et la même détermination que j'avais vu dans les yeux de ma fille. Ce n'est que temporaire, lui ai-je dit. Un endroit sûr pendant que vous construisez votre nouvelle vie. Je comprends, a-t-elle répondu. Et merci, non seulement pour l'appartement, mais pour m'avoir montré qu'il est possible de se relever. Ce soir-là, de retour chez moi, je me suis assise dans mon fauteuil préféré avec une tasse de tisane à la camomille. Simone était dans sa chambre, parlant au téléphone avec l'un des amis qu'elle avait retrouvé. Son rire remplissait la maison d'une musique qui m'avait manqué depuis bien trop longtemps. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé en moins d'1 an. L'humiliation, la solitude, la découverte de l'héritage, la vengeance, la réconciliation, et enfin la paix. Preston avait complètement disparu de nos vies. Selon les derniers rapports que j'avais reçus, il vivait dans une chambre louée en périphérie de la ville, travaillant dans la vente d'assurance. Sa vie passée de luxe et d'arrogance n'était plus qu'un lointain souvenir. Mais je ne pensais pas à lui avec haine ou satisfaction. Je pensais à lui avec l'indifférence que nous réservons aux personnes qui n'ont plus de pouvoir sur nos vies. Mon téléphone a sonné, interrompant mes réflexions. C'était le docteur Wallace de la Fondation. Ara, nous avons notre première diplômée, m'a-t-elle dit avec enthousiasme. Chloé a trouvé un emploi stable et déménage dans son propre appartement la semaine prochaine. C'est merveilleux. Elle est prête, plus que prête. Et elle veut que vous soyez là quand elle partira pour vous remercier personnellement. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans l'obscurité de mon salon, écoutant les bruits de ma fille se déplaçant dans la maison, me sentant plus complète que je ne l'avais été depuis des années. James aurait été fier, ai-je pensé. Fier de la femme que j'étais devenue, fier de la façon dont j'avais protégé notre fille, fier de la façon dont j'avais utilisé ma nouvelle fortune, non seulement pour la justice personnelle, mais pour aider d'autres femmes. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre. La ville s'étendait devant moi, pleine de lumière et de possibilités. Quelque part dans cette ville, il y avait des femmes qui avaient besoin d'aide, qui avaient besoin d'espoir, qui avaient besoin de savoir qu'il était possible de se relever. Et je serais là pour elles, tout comme quelqu'un avait été là pour moi quand j'en avais le plus besoin. Je te pardonne, ai-je murmuré dans la nuit. Mais je ne parlais pas à Preston. Je me pardonne d'avoir perdu tant de temps à me sentir petite, d'avoir oublié ma propre valeur, d'avoir permis à quelqu'un d'autre de définir qui j'étais. Car c'était enfin là la vraie victoire, pas la vengeance contre Preston, pas l'argent, pas le pouvoir. La vraie victoire était de me souvenir de qui j'avais toujours été. Ara, une femme forte, une mère protectrice, une personne digne de respect et d'amour. Et cette femme avait été là tout le temps, attendant patiemment d'être redécouverte. Je suis vraiment contente que vous soyez là et que j'ai pu partager mon histoire avec vous. Si vous avez aimé, montrez-le moi en aimant la vidéo et en vous abonnant à ma chaîne.
Voyons combien nous sommes. Écrivez dans les commentaires de quelle ville vous regardez et quelle heure il est. Je suis si curieuse de savoir d'où vous vous connectez, vous tous, gens merveilleux.